bord de sa ML conduit le rap malien hors du bordel. Donc on a fait spécialement le déplacement de Paris pour toucher Milmo M. Sahel, pour discuter un peu avec lui de l'état du rap malien, de la situation des Maliens et de sa carrière. Donc, bonjour Milmo. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Alors vous, votre carrière, quand est-ce qu'elle a commencé dans le rap? Bon, je dirais que ma carrière a commencé en 2000 parce que, bien vrai, je savais rapper, mais voilà, c'est en 2000 que j'ai commencé à écrire mes textes. Mais c'est jusqu'en 2007 que j'ai vu mon premier studio. Donc, de 2007 à maintenant. Voilà. Et là, vous êtes à combien d'albums sur le marché malien? Là, je suis à mon second album. J'ai deux albums sur le marché. Et comment vos albums ont été accueillis par les Maliens? Depuis le premier, d'abord, je suis parvenu à me faire un nom. Voilà, les gens ont beaucoup apprécié ce que je fais, et du côté des jeunes et du côté des vieux. Donc là, ce qui m'a encouragé, parce qu'on le dit comme ça, ton premier boulot, si ça n'a pas été apprécié, ça te décourage. Donc moi, au contraire, ça m'a encouragé. Le premier m'a encouragé à faire un second. Et là, le second aussi a été une confirmation. Voilà. Et qu'est-ce que vos parents ont pensé de tout ça? Parce que c'est compliqué d'expliquer à ses parents acheter du rap. Comment vous les avez convaincus? Oui, bon, là, au début, c'était pas facile. Bien vrai que moi, je suis issu d'une famille artiste. Nous sommes des cordonniers. Donc, je suis issu d'une famille de caste et tout. Mais malgré tout ça, les parents ne comprenaient pas parce que le rap affiche une image bizarre de voyou, de n'importe quoi. Donc ça ne plaisait pas trop aux parents. Mais vu que moi je le faisais et à l'école aussi, ça n'empêchait pas que je sois parmi les 5 premiers de la classe. Donc, et quand le premier album est sorti, les parents ont vu que c'est pas de n'importe quoi, c'est au contraire des bons messages que j'essaie de passer. Donc voilà, ils m'ont laissé faire et là ils sont fiers de moi. Ouais. Et quelles sont tes influences dans le rap au niveau national? Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont commencé le rap avant toi. Si toi tu t'es lancé sur le marché en 2000. Déjà au Mali, quelles sont tes influences et au niveau international, quels sont les rappeurs qui t'influencent aujourd'hui? Bon, là au Mali, moi c'est justement ma différence. Parce que moi je fais un rap, bien vrai, le rap on l'a emprunté des États-Unis, mais moi j'ai pris ça et j'ai rajouté quelques trucs de nos valeurs culturelles. Je fais un mélange avec nos instruments traditionnels et je parle surtout de nos problèmes sociaux. Donc moi je pense que c'est ce qui fait, chacun se retrouve dans ce que je dis ici au Mali. Donc voilà, ailleurs les rappeurs qui m'influencent, c'est surtout en France, les rappeurs qui écrivent bien, comme Kerry James, comme des fois La Fouine, comme Soprano, comme James, comme Tunisiano. J'écoute des rappeurs comme ça, ces rappeurs-là qui sont plus conscients, qui écrivent très bien. Voilà. Et comment tu analyses aujourd'hui le paysage du rap malien? Bon, là, je pense que le rap malien a fait un grand progrès. Parce qu'avant, 10 ans en arrière, dans nos téléphones, on ne trouvait que des sons américains, des sons, c'est-à-dire du rap qui nous vient d'ailleurs. Mais là, moi, je constate que quand tu prends un téléphone ici au Mali, tu ne verras que des sons maliens. Donc, de ce côté-là, je vois que c'est un progrès. Mais de l'autre côté, je vois que le rap malien a tendance à régner, comme on dirait, la culture, cette valeur culturelle-là. Bien vrai que le rap, c'est pas un truc africain, c'est venu des États-Unis. Moi, je pense qu'on doit faire quelque chose qui rime avec notre société. Quelqu'un qui part aux États-Unis et que tu fasses du rap là-bas. Tu peux dire, ouais, mes chaînes sont en or, je porte des bagues en diamant, tu peux le dire parce que là, c'est une réalité là-bas. Mais si tu viens au Mali et nous dire que voilà, tu as un Rolex en or ou un truc comme ça, moi je pense qu'au lieu, je sais pas comment dire ça. Dans le droit chemin. Voilà, je sais pas, tu fais hors sujet un peu. Parce qu'ici au Mali, on a assez de problèmes
à dire, quoi, qui n'est pas de venir se vanter ou bien de faire des injures, surtout dans notre société. Dans chaque famille, on nous déconseille les insultes, les injures et tout, les injures graves. Même la vantardise, le fait de dire mes chaînes sont en or alors qu'on a des cousins au village ou même au quartier Voilà. qui crèvent la dalle, ça ne s'explique pas. Ça s'explique donc pas. effectivement ça donne une mauvaise image du rap malien. Voilà, donc de ce côté-là, moi je pense que le rap malien est à revoir un peu, à redresser un peu. Sinon, du côté visuel et tout, rimeur, en dehors du Mali, c'est-à-dire dans les sous-régions, j'ai été au Burkina Faso, les gens, les journalistes et les promoteurs étaient surpris du progrès subit du rap malien. Donc moi je pense que de ce côté-là, le rap malien a fait un progrès. Mais ça n'empêche qu'on a aussi des côtés négatifs à revoir. Voilà. Mais comment est arrivé, parce que comme tu le disais tout à l'heure, notre culture a des valeurs. Comment a pu rentrer dans le rap des injures envers les mères des uns des autres, les familles des uns des autres, aller dire des choses privées sur les familles des rappeurs du camp opposé? Comment c'est intervenu dans le rap malien? Bon, je dirais que c'est dû au complexe en premier lieu. Et de l'autre côté, je vois aussi c'est dû à... Parce que la vie, c'est un truc à deux bouts, quoi. Si tu veux être vu, soit tu fais mieux que tout le monde pour que les gens disent que celui-là il est bon. Soit tu le fais, comment dirais-je, mal au dernier degré. C'est-à-dire quand tu viens à une fête par exemple, là où tout le monde est en costard. Si tu veux être vu, soit tu viens avec un habit en diamant, tout le monde va te regarder. Ou si tu n'as pas les moyens, tu viens avec des habits déchirés. Au moins, on va te dire que c'est quel fou qui est là. En tout cas, tout le monde va te voir. Donc moi, je pense que les rappeurs ont fait ce choix-là. Les injures ici au Mali, quelqu'un qui s'arrête devant tout le monde et en train de faire des injures et tout. Tout le monde va te regarder, on va te connaître. Donc moi, je pense que de ce côté, les gens ont besoin d'être vus. Et s'ils ne peuvent pas bien écrire, donc ils penchent de l'autre côté pour se faire voir. Donc, il y a je pense que c'est dû à ça aussi. Mais toi, en tant que conscience du rap malien, est-ce qu'une fois tu as essayé d'appeler les rappeurs qui s'adonnent à ce genre de comportement pour essayer de dire qu'on est en train de franchir la ligne rouge? Oui, parce que au Mali, ici, on est tous des frères. Bien vrai, chacun a ses fans et tout. On a bossé ensemble, on fait des tournées ensemble. Donc, quand je croise quelqu'un quand même lors des causeries, je te donne tous ces conseils que je pense le mieux pour toi. Et voilà quoi. J'ai toujours fait ce que je pouvais quand même comme conseil et tout. Mais voilà, il y a certains qui ont, comment dire ça, décidé de... Voilà, la grosse tête un peu, et voilà. Sinon... Mais quand tu leur parles, est-ce que tu as l'impression qu'ils t'écoutent, même s'ils ne changent pas, qu'ils sont conscients que c'est dangereux? Je sens quand même, moi je me sens très très bien respecté par tous les rappeurs ici au Mali. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je profite pour leur donner quelques conseils. Et bon, du coup je vois que c'est ce qui a permis à certains d'être vus. Donc, pour eux, s'ils laissent ça du coup, ça peut leur porter préjudice. Donc, je pense qu'ils sont en voie, ils sont à la recherche de moyens pour abandonner ce chemin-là. Et j'espère que ça va aller. Mais il y a certains, moi j'ai discuté un peu avec les Bamakois par rapport au rap bien malien, par rapport à tous ces clashs, tout le côté pourri, tout le côté dirty du rap malien. Moi, on m'a beaucoup dit que c'est un plan marketing. C'est-à-dire que d'un côté, les gens ils se mettent en opposition, nourrissent l'opposition et il y a un business marketing derrière. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Je pense que c'est vrai parce que on a vu des promoteurs de spectacles qui organisent des meetings à ce sujet-là pour combattre le clash ou bien les injures graves dans le rap. Mais dans l'obscurité derrière les rideaux, c'est les mêmes gars qui organisent les shows pour
pour pouvoir toucher quelque chose. Parce que voilà, il y a toute une jeunesse qui est là, c'est-à-dire des petits-enfants qui écoutent ça à l'école et tout, et voilà, qui se laissent aller. Donc, ils savent qu'ils peuvent se faire des sous avec, ils restent derrière les rideaux et puis ils font des concerts. J'en connais plein ici au Mali. Tu sais que Milmo aujourd'hui, tu es quand même l'idole de beaucoup de jeunes et aussi de certaines personnes qui ont ton âge certainement. Tu sais aussi que ton comportement peut avoir un effet négatif sur ces enfants-là. Maintenant, comment toi tu gères ton image afin que ces gens-là se retrouvent et qu'ils ne soient pas dans un chemin pervers? Qui, les petits enfants? Les enfants, enfin tes fans, on va dire tes fans, en gros, ils te prennent en modèle. Bon, voilà, moi je pense que quand tu as un nom déjà, quand tu t'imposes dans quelque chose, tu es un exemple. Donc les gens, tes fans veulent te suivre en tout, d'autres veulent s'habiller comme toi, faire tout ce que tu aimes faire. Donc moi j'essaye de tout faire pour... nul n'est parfait. J'essaye de tout faire pour cacher ce petit côté négatif que j'ai. Par exemple, si je fume, par exemple, je n'accepte jamais faire une photo avec une cigarette. Et voilà, parce que je sais que Milmo, c'est une image. C'est une image à vendre. Donc c'est une image de référence aussi. Donc je dois au contraire contribuer au développement de ce pays, comment dirais-je, à un bon avenir, à la construction d'un bon avenir de ces petits-enfants qui me suivent, qui veulent être comme moi. Donc voilà, je ne peux jamais me permettre de dire des trucs négatifs qui peuvent jouer sur leur vie de l'avenir, ou bien montrer quelque chose qui peuvent suivre sachant que c'est un danger pour eux. Donc je ne me permets jamais. J'essaie de contrôler ma vie, la vie de Milmo, pour donner une très bonne image, pour que ça soit un truc de bon pour les enfants. En tout cas, c'est de bon augure. Et d'où vient le blaze Milmo? Ouais, Milmo, bon, ça c'est venu banalement comme ça, parce que moi je suis l'homonyme direct du prophète. Donc, quand je cherchais un nom là, j'aurais appris que le prophète, d'autres disent qu'il a 99 noms, il y a des prêcheurs qui disent même qu'il a 1000 noms. Donc je dis, c'est mon homonyme direct. Lui, il a 1000 noms. Moi, je n'ai pas 1000 noms, mais j'ai 1000 noms. Donc c'est comme ça, il est venu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Milmo vit de son art? Est-ce que le rap te permet de vivre? Je pense que là, maintenant, je vis de mon art, je vis de ce que je fais. Parce qu'au début, avant d'être artiste, rappeur, j'étais dessinateur. Je faisais mes tableaux et je vendais. J'avais beaucoup de marchés. Je dessinais même sur des cartes de compagnie de transport et tout. Mais moi, j'ai fini mes études en 2000. J'ai fait multimédia, j'ai fini en 2012. Jusque-là, je n'ai pas pu récupérer mon attestation, c'est-à-dire mon diplôme. Parce que la carrière de Milmo est là, j'ai plein de concerts et puis voilà, de prestations. Je dois écrire pour l'album et tout. Donc du coup, je vis de mon art et je dis alhamdoulilah parce que le peu que j'ai, ça me permet de subvenir à mes besoins. Tu parlais d'écriture tout à l'heure. Toi, quelles sont les conditions que tu mets dans l'écriture? À quel moment tu es inspiré? Comment tu gères ça? Bon, déjà, moi, je vis dans un quartier populaire. Lequel? Daouda Bougou. Fais une dédicace à Daouda. Voilà, big up aux gars de Daouda Bougou. Je les appelle comme ça les Dalassiens qui m'ont beaucoup soutenu. Donc, Daouda Bougou, c'est un quartier populaire. Là où je peux dire toutes les maisons ne sont pas clôturées. Donc, je vois tout en temps réel là-bas. Quand je suis là-bas, je suis à l'aise. Et je pense même que c'est ce quartier-là qui m'a beaucoup inspiré. Parce que pour parler du Mali, qui parle du Mali parle d'un pays pauvre. Donc il y a tellement de pauvres dans notre quartier. Et qui parle
de sa vie de pauvre parle forcément de la vie d'un autre pauvre. Donc, disons, il y a combien de pauvres sur la terre malienne? Donc, c'est ce qui fait que moi je suis inspiré, c'est ce qui fait que les gens se sentent dans ce que je dis. Donc, voilà, moi, ma source d'inspiration, c'est mon quartier d'abord, et aussi, vu que je suis aussi fils de pauvre, voilà, je connais bien la pauvreté. Voilà. D'accord, on va passer à un autre sujet, c'est le sujet de la situation sécuritaire du Mali, situation politique, situation sociale. Quelle est ton analyse de ces choses-là depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui? Bon, le Mali ne va pas bien, on le dit, et c'est vrai aussi. Moi, j'ai essayé de suivre tous ces événements-là de la crise, depuis le coup d'État jusqu'à la veille des élections. Quand je dis j'ai suivi, j'ai fait des morceaux. Depuis le 4e jour du coup d'État, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Couvre-feu, ensuite un autre, Wati Bankola, ensuite Pays de Darala. Donc juste à la veille des élections, j'ai fait un titre aussi, Les 1000 vérités, pour dire aux Maliens, cette fois-ci, ne votez pas. J'ai même fait un parti pris parce que j'ai dit aux Maliens de ne pas voter pour les vieux. Les vieux, ils n'ont rien à proposer. Est-ce que tu as eu des pressions quand tu as dit aux Maliens de ne pas voter pour les vieux? Non, même pas. J'ai eu aucune pression parce que là, tout le monde savait que c'est la vérité. Et parce que quand je fais couvre-feu là, j'ai prédit certaines choses qui se sont réalisées 2 semaines plus tard. Donc, les gens, j'ai eu la confiance des Maliens. Donc, dans 1000 vérités, je disais d'arrêter de voter pour les t-shirts et les thés, et cette fois-ci de voter pour quelqu'un au moins qui puisse aimer le pays et puis faire des trucs bien pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc voilà, j'ai même été direct à dire ne votez pas pour les vieux, donnez au moins la chance à la jeunesse pour qu'on essaye aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté? Bon, plus ou moins, parce que après, quand les élections ont fini et qu'on a eu UBK comme président, quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire: ah, mon gars, écoute une chaîne, comment dirais-je, une station de radio là, on est en train de faire une émission sur ton morceau 1000 vérités. Donc j'ai capté, les gens appelaient, les gens disaient: ah, franchement, ce qu'il a dit dans le morceau, pourquoi on n'a pas fait attention à ça? Parce que les gens ont commencé à regretter déjà à 4 mois de la présidence. Donc voilà, j'ai senti qu'au moins les gens, comment dirais-je, pointent, comment dirais-je, ils considèrent au moins ce que je suis en train de dire. Et voilà, j'en suis fier. D'accord. Maintenant, votre analyse de la situation de Kidal, de la politique politicienne à Bamako, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, bon, moi je pense que la situation à Kidal, il faut qu'on dise la vérité sur Kidal d'abord. Parce que pour gérer un problème, il faut savoir le problème se situe où. Donc il faut dire la vérité aux Maliens sur Kidal d'abord, pour qu'ensemble on puisse se donner la main pour combattre les rebelles et tout. Parce que moi je pense qu'il y a une autre réalité à Kidal que personne ne sait. Ça peut être les intérêts du plus fort et tout. Il y a la France, il y a la France. Je dirais il y a la France. Donc voilà, il faut qu'on dise la vérité sur Kidal d'abord. Sans quoi, peut-être ça peut s'éteindre un peu, après ça va se rallumer. Donc là, le Mali même en général, ce que je peux dire sur le Mali, toujours le même problème, c'est ce que j'ai dit dans le morceau. Il faut qu'au moins on essaie de donner la chance à la jeunesse. Parce que
ces vieux-là, c'est les mêmes têtes. Quand je vois Ibeka, je pense directement à Modibo Keïta, je pense à Tété, je pense à Alpha Omar, parce que c'est le même grain. J'ai dit dans le morceau, Moussa a fait coup d'état à Modibo. Moussa était son garde du corps. Tété a fait coup d'état à Moussa. Il était lui aussi le garde du corps à Moussa. Et Alpha est devenu président. Alpha était dans le gouvernement de... comment dirais-je, il était le ministre de Moussa. Donc Alpha est parti, ATT est venu, parce que c'est ATT qui avait fait le coup d'état. ATT encore, après ATT, il y a eu Djonkunda. Djonkunda, c'était le même grain. Donc moi je dirais que ce même grain-là n'a qu'un seul système. Il faut qu'on essaie de changer le système, voir. Quand tu parles de jeunesse, donner la chance à la jeunesse, ils vont te dire, ah, non, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. Mais moi je dirais, quand Modibo devenait président, là, il n'avait jamais été président. Donc voilà, il faut donner au moins la chance à la jeunesse pour qu'elle aussi, elle puisse donner, prouver quelque chose, quoi, nous montrer ce qu'elle peut faire. Donc là, de ce côté-là, il faut qu'on fasse ça aussi, quoi. La jeunesse, parce que moi je pense que, par exemple, si tu dis à Ibeka, ouais, voilà, quand tu parles de technologie, d'informatique, là, il ne peut pas s'en sortir. Alors qu'il y a, nous les jeunes, on a été étudier l'informatique en Inde, aux États-Unis, en France et tout. Qui parle d'actualité parle forcément de la technologie. Donc il faut savoir gérer, quoi. Si on me donnait Kidal par exemple, moi je chercherais à voir comment je peux gérer Kidal par exemple. Pourquoi pas, je ne sais pas ce qui est dans le sous-sol, mais ce que tout le monde voit là, à Kidal, c'est le soleil. Moi je vais chercher des moyens pour faire des panneaux et servir toute la sous-région avec. Au moins ça peut nous donner quelque chose dans le pays. J'essaierai de faire un terrain de golf à Kidal. Le Sahara, c'est entre combien de pays? Le Mali, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger et tout. Donc, un étranger, un Américain qui part en Côte d'Ivoire, il va dire, ah, je vais faire un tour au Mali, là où je jouer un peu de golf, qui vient de la France, lui aussi. Donc, ça peut, il faut une idée juvénile qui puisse venir avec des trucs comme ça. Au moins, Kidal va être un carrefour aussi, et les Touaregs n'auront pas besoin de prendre des armes pour chercher quelque chose pour manger. Ils peuvent servir de touristes et de guides au nord pour les gens. Donc moi je vois que je réfléchis comme ça, la solution c'est dans la main de la jeunesse. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que toi tu avances comme solution, est-ce que tu fais confiance à l'exécutif malien représenté par le président Ibeka et son premier ministre Moussa Mara? Est-ce que tu leur fais confiance pour apporter ces solutions? Bon, là de ce côté, je pense que ce que moi je suis en train de dire, Ibeka a compris ça. Parce que quand il est venu seulement, son premier ministre, il n'a pas choisi un vieux, il a pris un jeune d'abord. Katamli, c'est un jeune. Donc lui-même, il sait qu'il a la tête fatiguée, il faut la jeunesse. Après Katamli, il a pris un autre jeune encore, ce qui veut encore confirmer que la solution c'est dans la main de la jeunesse. Donc s'il y a certaines têtes jeunes là-dedans, moi j'ai confiance parce que je me dis que d'un côté, Ibeka c'est le vieux, mais ceux-là qui gèrent là c'est les jeunes. Donc j'ai fait confiance au gouvernement et je pense que les Maliens, les citoyens, ils doivent essayer de comprendre que le moment n'est pas maintenant de chercher à chercher le président ou de dire le président tu n'as rien géré, tu n'as rien foutu. Je pense qu'on doit se donner la main pour les aider le gouvernement à faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Voilà. Un petit mot en bambara? Oui, même il faudra, oui, Madame Nani, conseiller malien, Alsa, Mali est killing peu de là. Donc, les Maliens, c'est que killing jamais, n'est en marqué killing, c'est-à-dire en ambolo de Yoroma, car barato,
président du gouvernement ou de manière pour que au moins ma intégrité am se ka soro tukomi et alaka mali nyamajo alaka asmaya voilà. Est-ce que tu es déjà allé en concert à Bla? Oui, j'ai été là-bas il y a 2-3 mois comme ça, j'ai fait un très bon concert là-bas à Bla. Et comment tu les as trouvés, les habitants de Bla? Wow, je les ai trouvés fans de Milmo et voilà, on a fait un très bon concert sous la pluie. Un petit mot parce que moi je viens de Bla et qui touche à Bla me touche. Ok. Donc un petit mot pour le peuple de Bla. Blackout, Inside Prophecy, donc Manina, 100 € concert pour et big up à vous, on est ensemble. Voilà. Mot Inside. Époque de téléphone. Kana wele costar necessarie, kana ogere agua necessarie. Otra vez estaría la nemo no ye, toque la que la cara ye necessarie. No lo desire, no me baby, mi potestarie. No lo desire, no me baby, mi potestarie. Mamuri de kasnova ala kidara sunaya, yini ala kasnova fai, kuye yang kunaya. Kana nimisa, ne kome dongli da bubanya album fologla, obo minye, ube kanshu constar. Malien nu nyeta na ekikulo ni bole telela, feo fenga jutu mena beko koka juru sara. Dunga nga fue godoro metingu nga staria, ka fue platu de benna fandu makaria, ka shika dongli da, si jola ka dongli da, do fana ordinateur bistigi ko ferentin tanta, nga mindigira na ngome shosa, o koma bena, u fleku denga forma constar shoduna. Kana wele constar necessarie, Tiens, la couille c'est bien. Typiquement du même on est là, mais non. Voilà billahi. Stargo mana senma, amani voilà. Typiquement du même on est là, il ne vient pas. Non, c'est never a c'est never alhamdulillah, nere kubo la fiana na fitini beka soja kuno wara de besena. Konkulo kaintro, konga textu be sanse. Uko kotse kake, doko milmo be jouemi. O famille, rappelu de la tula, misigireni